Bonjour, cher ami, j'espère que vous allez bien. Après avoir contextualisé, après avoir vu les trois sphères de l'économie au niveau de la vidéo précédente, il est temps maintenant de mettre l'accent sur les différentes courants et approches de la théorie monétaire. Et donc, on commence par, on commence par les classiques. Donc, les premiers qui ont dit que la monnaie a un effet sur l'économie via les prix. Donc ça veut dire lorsque la quantité de monnaie augmente, les prix augmentent. Donc ce qu'ils ont appelé la théorie quantitative de la monnaie. Donc comme son mot l'indique, donc quantitative, donc est-ce que la quantité a un impact? Donc ils ont justement posé une hypothèse. Donc, la quantité de monnaie multipliée par la vitesse de circulation est égale à la quantité de produits multipliée par les prix. Donc, autrement dit, la quantité fois les prix est égale à la vitesse fois la monnaie. V fois M. Donc, la quantité fois prix donc, est égale à la valeur de la monnaie fois la vitesse. Donc, ils ont donné deux autres hypothèses. Ils ont souligné que l'augmentation de la quantité de monnaie impacte les prix. Donc, c'est ça leur résultat de leur réflexion, c'est ça la conclusion de leur réflexion. Donc, et au niveau de cette équation, nous avons quatre variables. Et ils ont considéré que V, constante, donc la vitesse de circulation de la monnaie. Donc, ça veut dire c'est le nombre de fois qu'une unité monétaire s'échange de main. Donc, pour eux, la monnaie sert seulement à faciliter les échanges. Donc V est constante. Donc pour faire un échange, on a besoin d'une seule unité monétaire pour les classiques. Ils ont considéré également que le PIB ne dépend pas de la monnaie. Donc le produit intérieur brut ne dépend pas de la monnaie. Ça veut dire la production ne dépend pas de la monnaie. Donc lorsqu'on crée la monnaie, c'est pas pour produire. Donc elle s'appuie sur l'hypothèse et la célèbre la loi de débouché, l'offre crée sa propre demande. Donc on a ces deux hypothèses. Donc V constante, le PIB ne dépend pas de M, de la monnaie. Donc si ce qui donne normalement, donc lorsqu'il y a une augmentation de M, ça impacte directement les prix. Donc la monnaie impacte les prix et non pas les quantités. Donc c'est le résultat de leur hypothèse. Alors que pour 15 Alors que qu'est-ce qu'il nous a dit? Donc, c'est une autre vision. Donc, il nous a dit, lorsqu'on injecte une quantité de monnaie, donc il ne va pas forcément vers la consommation. Donc, pour les classiques, donc l'injection de monnaie, ça ne sert pas à produire, donc ça sert à consommer. Donc, lorsqu'un agent économique détient de la monnaie en plus, donc il a une somme supplémentaire, additionnelle. Donc, selon eux, la monnaie n'impacte pas la production. Donc, les prix de la quantité de monnaie, supposons que la quantité de monnaie est supérieure. Mais pour eux, il n'impacte pas la production. Il va pas. Donc, il va impacter directement, automatiquement la consommation. Donc, on aura plus de demandes que d'offres. Parce cette quantité supplémentaire, ils ne vont pas l'utiliser pour produire, mais seulement pour consommer. Et ça augmente le niveau de la consommation et non pas de la production. Donc une demande supplémentaire sur la même quantité d'offres. Autrement dit, l'offre reste constante et la demande augmente. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne une augmentation des prix. Alors que 15 pour lui. Donc les acteurs économiques qui bénéficient de cette injection de la monnaie via les acteurs de production peuvent être soit les entreprises, soit les ménages. Et lorsqu'on a parlé de consommation, on a parlé de consommation des ménages et des entreprises. Donc les acteurs sont deux, les entreprises et les ménages. Donc lorsqu'on injecte la monnaie en faveur des ménages, on augmente la consommation et par voie de conséquence, un impact sur les prix. À l'inverse, pour les entreprises, il y a lieu de produire
Et lorsqu'il y a la production, il y a l'augmentation de la quantité. Donc c'est une autre réflexion. Et pour que les entreprises vont destiner leur excès de monnaie à la production, donc ils doivent investir. Et pour investir, l'entreprise donc met en place des moyens financiers et humains. Donc plus de monnaie, plus de biens et services, et on n'aura pas de tensions inflationnistes. Donc une égalité au fur et à mesure. Donc la quantité de monnaie supplémentaire sert à acheter des biens et services nouveaux. Donc plus de marchandises, plus d'argent, donc un équilibre. Donc ça impacte les prix et les quantités. Donc il y a un arbitrage qui va déterminer l'impact des prix ou de la quantité. Donc c'est le niveau de la production. Donc c'est la variable, c'est le niveau de la production qui détermine l'impact. Donc si on n'a pas produit, on n'a que consommé. Dans ce cas, donc, nous avons un effet prix. Mais si on n'a pas consommé et on a produit, donc un effet quantité. Si on a consommé une partie et on a produit une partie, donc on a une partie d'effet prix et une partie d'effet quantité. Donc la partie qui détermine le pourcentage entre les deux, c'est la quantité de production. Est-ce qu'on a produit plus ou on a produit moins? Donc là, la variable 3 est apparue. Donc pour qu'il produise, donc il a besoin de main-d'œuvre, l'entreprise. Donc l'emploi, donc s'il y a une demande dans le marché d'emploi, donc il va produire. Donc pour produire, on a besoin de capital et de travail. Donc l'impact, il dépend d'une variable, c'est le chômage. Donc qui a été développé au niveau de la courbe de Phillips, qui est devant vous. Donc ça veut dire, si le taux de chômage est élevé, donc il y a une abondance de main-d'œuvre. Ici, on injecte le financement et on a la main-d'œuvre, donc on peut produire. Par opposition, et par contre, donc si on a un sous-emploi, on a un taux de chômage faible, donc tout le monde est occupé et travaille. Donc si on injecte la monnaie, on ne peut pas produire. Donc c'est l'importance de l'effet prix sur l'effet quantité dépend du taux de chômage. Donc lorsque le taux de chômage est élevé, donc on a la main-d'œuvre, plus de monnaie, donc effet quantité sur les produits. Donc dans le cas contraire, si le chômage est faible, donc on n'a pas de chômage. Donc l'impact est plus sur l'inflation. Donc dans ce cas, c'est l'effet prix. Passons maintenant au monétariste. Donc à l'instar de Keynes et à l'instar aussi des classiques. Donc Friedman, il parle de revenu permanent. Donc il a fait allusion à deux choses. Donc lorsqu'il existe une consommation, il existe un investissement. Et la question à laquelle Keynes n'a pas pensé, c'est la question de la durée, court terme ou long terme. Donc on suppose que l'offre de monnaie a un impact sur la consommation. Donc le crédit de consommation. Et sur la production, si on donne un crédit à la production. Donc ça n'empêche qu'on aura une inflation à court terme. Parce qu'au moment où on a injecté, on a deux niveaux. Le conjoncturel à court terme, donc on a l'inflation. La même chose pour les entreprises. Donc pour qu'ils produisent, ils vont consommer. Donc c'est la consommation intermédiaire. Et lorsqu'il y a la consommation immédiate et la production qui va durer, donc dans le temps, donc il y a un décalage. Ou l'inflation. Donc mis sur le long terme, l'inflation va disparaître. Donc aujourd'hui, on a une dépense supplémentaire. Après la période de production, on aura un équilibre. Donc il y a lieu de faire un arbitrage entre la production et effet prix. Donc lorsqu'Keynes a parlé de chômage, donc il y a lieu de parler de productivité. C'est l'apport de Friedman. Donc il se peut que
qu'on augmente la production sans augmenter l'emploi. Donc pour Keynes, il faut embaucher les personnes pour produire. Il suppose qu'il n'y a pas de cohérence entre les deux variables. Donc si on veut réduire l'inflation, on va tout simplement produire. Si on veut produire, on va employer les gens. Donc l'existence de l'inflation et du chômage est impossible pour lui. Ils ne peuvent pas exister à la fois. Donc l'injection de monnaie entraîne une absorption de chômage. Mais dans les années 60, dans les années 64, donc l'État keynésien, ou bien l'approche keynésienne, l'État keynésien est tombé en crise. Il a apparu un nouveau phénomène, ce qu'on appelle la stagflation. Donc lorsqu'on veut réduire cette inflation, on produit de biens et services, on investit, et pour investir, on emploie les gens. Donc c'est l'économie actuelle, la stagflation. Donc pour produire, on n'a besoin que de capital ou de travail. Donc on peut, avec le même capital, augmenter la productivité au lieu d'embaucher et de créer, d'embaucher des nouveaux salariés et de créer de nouveaux postes. Donc on augmente les salaires des employés actuels. Donc la quantité va augmenter et le chômage reste inchangé. Donc ça donne à la fois l'inflation et le chômage. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris les réflexions et ces approches théoriques. Et donc, je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.